Alors, comme M. Levac a un peu vendu ma mèche quant à ma conclusion, à la question qui était posée par les organisateurs du colloque, est-ce que la gestion de l'offre a encore un avenir? Je répondrai oui. Comme moi, j'en ai un avenir, mais l'essentiel est derrière moi. Ça ne veut pas dire que ça va finir demain matin, mais ça a commencé à finir déjà il y a plusieurs années. Alors, ce que je voulais faire, en fait, rapidement, c'est il va y avoir des répétitions avec ce que Germain a dit, bien sûr. En passant, moi, ce que je sais de bon à propos de la politique commerciale, je l'ai appris littéralement, presque sur les genoux de Germain Denis à Genève pendant la négociation du Tokyo Round. Et toutes les erreurs que j'ai pu faire après, eh bien, évidemment, sont les miennes. Il n'y a rien à faire là-dedans. D'où vient la gestion de l'offre? Alors, il faut presque remonter au 19e siècle, en fait, avec l'entrée des États-Unis dans le marché des produits agricoles, surtout les céréales, et qui a vraiment désorganisé tout ce qui existait à ce moment-là, pour comprendre un peu. Avec la Grande Dépression des années 30, et surtout avec le fameux tarif Smoot Hawley qui avait augmenté de 60 points de pourcentage à peu près tous les produits, et ça avait commencé par une crise agricole, vous le savez probablement. Eh bien, quand le président Roosevelt est arrivé, il a fait passer une loi, plusieurs lois en fait, et l'une de ces lois, c'est une loi qui est encore très, très influente parce qu'elle est renouvelée à tous les 4-5 ans. C'est l'Agricultural Adjustment Act, qui a instauré tout un ensemble d'intrusions et d'actions de l'État dans l'économie agricole et qui a beaucoup, beaucoup influencé ceux qui ont littéralement écrit le GATT dans les années 40. Et c'est pour ça, essentiellement, avec tous les programmes qui étaient en place, qui étaient très populaires aux États-Unis, ils le sont encore, que les négociateurs américains n'avaient pas de choix que de faire de l'agriculture, en gros, une énorme exception, en fait, à la grande procédure littéralement de diminution des barrières au commerce qui s'est enclenchée à la fin des années 40. Alors, pendant longtemps, quand on se réunissait pour négocier, quand on était à Genève tous les deux, moi et Germain Denis, c'était la 7e négociation. Et jusqu'alors, en fait, il n'y en avait pas eu vraiment de négociation sur l'agriculture. On en parlait, mais il n'y avait rien qui se passait à la fin des négociations. Et c'est essentiellement la chose qui s'est passée aussi pendant le Tokyo Round. C'est pas à ce moment-là, en fait, que les grands pays étaient prêts à vraiment discuter de ça. Ça a été à la ronde suivante, la ronde de l'Uruguay. Même si les États-Unis avaient donc influencé beaucoup le texte même du GATT pour y exclure en gros en fait l'agriculture, ça n'a pas été suffisant pour eux. Alors en 55, ils ont obtenu une dérogation pour les programmes qui dépendaient de cette fameuse loi de 1933. Une dérogation en fait qui est permanente, ils l'ont encore, et qui leur permet de faire des choses que bien d'autres pays ne peuvent pas faire. La construction européenne est arrivée, évidemment, à partir des années 50, mais surtout pour les agriculteurs et le commerce des produits agricoles, avec la politique agricole commune, en fait, de 1962. Et là, on a vu, en fait, tout un ensemble de pays, il était seulement 6 au départ, mais maintenant ils sont 28, qui s'est rebâti très rapidement sur le plan agricole et qui a produit des surplus énormes. Pourquoi? Essentiellement à cause de la politique agricole commune, à cause des subventions qui étaient attachées pratiquement sans limite. Un facteur qui est arrivé en 1973, c'est-à-dire l'entrée du Royaume-Uni, en fait, dans l'Union européenne. Ça ne s'appelait pas l'Union européenne à ce moment-là, c'est la Commission des communautés. Ça a donné un méchant coup à plusieurs pays, dont le Canada. Il y avait 90% des exportations canadiennes qui entraient en franchise au Royaume-Uni avant l'entrée de la Grande-Bretagne. Et après, c'est tombé à 50%. Et notamment, les producteurs de fromage, notamment les producteurs de cheddar au Québec, ont beaucoup souffert de cette entrée-là. Donc, ça désorganisait encore plus. En s'organisant, les Européens nous ont désorganisés. Le Tokyo Round, c'est la ronde de négociation auquel je faisais allusion il y a une minute. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose sur le plan des produits agricoles, mais on savait déjà, en fait, à ce moment-là,
à la fin de cette ronde de négociations, en 79, que la prochaine, elle, c'était celle qui devait toucher, en fait, les produits agricoles, et c'est ce qui s'est produit. Germain a mentionné tantôt, et c'est très, très juste, qu'il y a une mémoire, en fait, chez les négociateurs et chez les pays qui négocient. L'accord de libre-échange est intervenu, malheureusement, c'est vrai, Germain l'a mentionné, ça a été une occasion ratée pour s'inspirer de ce qui se faisait des deux côtés de la frontière et littéralement de faire un vrai marché agricole des deux côtés de la frontière. On a plutôt choisi, effectivement, et je me rappelle des discussions que j'ai eues, de très nombreuses discussions avec les gens de l'UPA, la Fédération des producteurs laitiers, évidemment, où on leur disait, ben, écoutez, moi j'étais à ce moment-là au gouvernement du Québec, ne vous en faites pas avec les négociations de libre-échange. C'est vraiment au GATT, en fait, que ça va se régler, cette affaire-là, parce que la guerre était celle qui existait entre l'Europe et les États-Unis. C'est exactement ce qui s'est passé, mais éventuellement, vous le savez, on s'est ramassé au GATT et qui est devenu l'OMC. Alors, et ça, il y a une chose, là, il y a une erreur fondamentale qui a été faite à ce moment-là. C'est une erreur qui provenait malheureusement des syndicats de producteurs agricoles, ceux de la gestion de l'offre essentiellement, qui ont dit au gouvernement fédéral, en 1988, l'accord de libre-échange était signé, il n'était pas encore en vigueur, ça a été fait le 1er janvier 1989. Ils ont demandé une preuve de bonne foi au gouvernement fédéral. Ça, c'est assez rare, en fait, qu'un lobby demande une preuve de bonne foi à son gouvernement. Et le gouvernement fédéral a dit oui presque tout de suite, mais en consultant évidemment les provinces, parce que, vous le savez, le programme de gestion de l'offre, tout ça, la gestion de l'offre, c'est peut-être ce qui s'est passé depuis 50, 60 ans, qui est le meilleur exemple d'une collaboration entre le fédéral et les provinces. Hein, c'est les deux niveaux de gouvernement qui gèrent ce programme-là. Et donc, on a été consulté au Québec et, à ma grande honte, en fait, on a dit oui tout de suite aussi, pour une contestation qui n'avait pas de sens, en fait. On va le voir dans un instant. Une contestation sur la crème glacée et le yogourt, qui augmentait un petit peu leurs exportations. Les exportateurs américains augmentaient un petit peu leur pénétration du marché canadien. Alors, après ça, ben là, il y a eu la tarification, la transformation des quotas en tarifs très élevés pour le Canada et pour d'autres, et l'élimination des subventions à l'exportation. Et finalement, on a pris aussi, il y a une vingtaine d'années, une mauvaise route au plan international. On a pris la route des accords régionaux de libre-échange et on a délaissé littéralement, et on a vu en décembre à Nairobi, les États-Unis dire publiquement, ben écoutez, la ronde de Doha, là, c'est mort, il faut passer à autre chose. Alors, après 14 ans de négociations. Donc, ces accords régionaux, on a évoqué tantôt l'accord avec l'Europe, il y a celui avec le Pacifique, qui ne sont pas ratifiés ni un ni l'autre, en fait, et il y a des obstacles sur la route de cette ratification-là, ont continué à gruger un petit peu le système de gestion de l'offre. Alors, on va y aller rapidement. Ça, c'est le dernier tableau que j'ai trouvé qui illustre, en fait, le fait que, effectivement, pratiquement tous les pays, ça, c'est là un ensemble d'une demi-douzaine de pays, mettent beaucoup d'argent, en fait, pour soutenir leur agriculture. Ça, c'est des euros. Mais vous voyez, il y en a à peu près pour 200 milliards d'euros par année. Ça, c'est les années 2012. Le Canada n'est pas, et de loin, le pire ou le plus riche, en fait, dans sa dotation pour les agriculteurs. Vous voyez ici, là, en euros par habitant pour le Canada, ça fait à peu près 228, alors que nos voisins du Sud, 389, l'Union européenne, 190. Donc, il y a quand même encore des sommes faramineuses, en fait, qui sont données, en fait, pour soutenir l'agriculture, pour toutes sortes de bonnes raisons et parfois de moins bonnes. Donc, le système naît dans les années 60. Germain, tantôt, faisait allusion à la guerre de subvention entre l'Europe et les États-Unis. Eh bien, le système canadien de gestion de l'offre, il est né surtout à une guerre de subvention entre l'Ontario et le Québec. Alors, pour régler ça, on a créé la Commission canadienne du lait. En passant, je vous encourage très, très fortement à demander, et c'est gratuit,
à la Commission canadienne du lait le magnifique ouvrage qu'ils ont publié pour les 40 ans de la Commission en 2006. C'est vraiment un ouvrage remarquable dont je me suis un peu inspiré pour cette présentation. Alors, donc, on a commencé à construire la gestion de l'offre, mais ça ne s'est pas fait d'un coup. Et ça a pris, je pense, en fait, quand vous lisez l'ouvrage historique, là, ça a pris presque une dizaine d'années avant qu'on arrive au programme lui-même, tel qu'il a été conçu là, et connu depuis ce moment-là. Il y avait toujours la division entre le lait qu'on consomme de façon fraîche, en fait, à peu près 30, 35 40 et le lait industriel, celui qui est transformé en produits laitiers. Et on a tenté d'élargir ce système-là à d'autres productions, notamment celle de la viande de porc. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné non plus pour d'autres productions qui ont choisi, en fait, de faire le pari plus du marché. La gestion de l'offre, elle a perdu des plumes, en fait. Et la capacité que le Canada croyait avoir, je dis bien croyait avoir, de protéger les produits laitiers parce qu'on contrôlait le produit primaire, c'est-à-dire le lait lui-même, et c'est rétréci à un moment donné, puis est finalement disparu, malgré ces règles du GATT de 1947. Il y a eu cette fameuse dispute, celle de 1988-89, entre le Canada et les États-Unis, essentiellement à cause des demandes de l'industrie, et je vais vous montrer de quoi il s'agissait. Alors, vous allez avoir de la difficulté probablement à lire ça, mais regardez, seulement 5 minutes, oui, ça va y aller. Regardez ce qui s'est passé, là. La première ligne, là, c'est les importations de crème glacée, je crois. La deuxième ligne, c'est la production de crème glacée. La troisième ligne, c'est les importations de yogourt. La quatrième ligne, c'est la production de yogourt au Canada. Et vous voyez que si vous faites un petit calcul rapide, là, que ces importations-là équivalaient à peu près à 1/10 de 1% de la production canadienne. Donc, ce n'était pas vraiment une menace. Hein? On importait, en 1988, 411 tonnes de crème glacée, puis on en produisait 183 000 tonnes. Il n'y avait pas de menace. C'était vraiment un geste purement politique. Et quand on a expliqué ça aux Américains, on dit « Qu'est-ce que vous faites? » Ben, on dit « C'est pour faire passer le libre-échange, en fait. Ça nous prend ça. » Et on dit « Ah oui, c'est politique. On vous amène. On vous amène au GATT parce qu'évidemment, l'accord de libre-échange n'était pas encore en vigueur, donc on ne pouvait pas se servir des mécanismes de règlement de cet accord-là. On est allé au GATT, et ce tableau-là, c'est un tableau que la partie canadienne a déposé. Alors, le rapport, une vingtaine de pages, bien, vous pouvez vous douter que quand ils ont vu ça, là, ils ont dit, bien, il n'y en a pas de problème. Mais ils ont surtout dit que quand vous protégez la production d'un bien primaire, un bien agricole primaire, ça ne vous donne pas le droit, nécessairement, de protéger des produits transformés. Et ça, c'est très, très important pour n'importe qui, pour n'importe quel pays. Donc, on a scié un petit peu la branche sur laquelle on était assis. Ça, c'est le texte. Pour ceux qui vont vouloir avoir une copie de ça, vous allez voir, là, c'est très, très net, c'est très clair. Cette chose-là n'avait pas de sens. Et donc, on a perdu littéralement notre argument principal. Il y a eu plusieurs causes, en fait, qui ont touché les produits sous gestion de l'offre. Ça a commencé avec une plainte sur les œufs, mais ça n'a pas vraiment changé grand-chose, et on l'a gagné. Mais celle que j'ai mis en rouge, c'est cette fameuse dispute de 88-89 qui, elle, a commencé à tout changer pour la gestion de l'offre au Canada. Et vous avez aussi là-dessus le comité d'arbitrage qui a... Et ça, c'était vraiment une vilainie, littéralement. C'était un coup de cochon, comme on dit, de la part des Américains, de dire que les fameux quotas tarifaires qu'on avait établis à l'OMC dans les années 90, on n'avait pas le droit de les établir. Il n'y avait pas de tarif entre le Canada et les États-Unis. Et celle-là, on l'a gagnée parce que c'était manifestement de la mauvaise foi. Encore là, le texte d'une de ces causes-là. Sur le Rouerand, alors ça, c'est un texte que j'ai pris directement dans le volume de Scullion sur l'histoire de la Commission canadienne du lait. Je me concentre sur le lait, évidemment, parce que c'est celle-là qui est la plus importante en termes de commerce. Eh bien, pour eux, c'était très lourd de conséquences, et ça l'a été.
Ils ont été obligés de changer les choses et malheureusement, les choses qu'ils ont changées, notamment dans le programme d'exportation, n'ont pas été suffisantes. On est obligé de retenir. Les États-Unis nous ont ramenés à l'OMC et on a perdu ça. Au moment de la fin des négociations qui ont mené à la création de l'OMC, donc en 93, fin 93, le président des producteurs laitiers du Canada, Peter Oosterhoff, était à Genève, lui aussi, comme la plupart des grands secteurs industriels. Et il a été invité à un moment donné à aller dans la chambre où était le ministre Goodale. Et le ministre Goodale lui a dit, écoutez, malgré tous nos efforts, on n'a pas réussi. Peut-être que Germain était là. On n'a pas réussi, en fait, à protéger l'article 11.2c petit 1 qui nous donnait, on pensait, le droit de faire ce qu'on voulait avec la gestion de l'offre. En fait, M. Oosterhoff n'était pas très surpris, mais il a été invité par l'ambassadeur à une espèce de célébration pour souligner la fin des négociations. Il n'était pas d'humeur à y aller, alors il a refusé. Il dit, c'est pas parce que j'étais fâché contre les négociateurs, contre le ministre. Ils avaient tout fait, en fait, vraiment. Ils ont travaillé très fort. Mais il dit qu'il était fâché de constater que lorsqu'on s'appelle le Canada et qu'on négocie avec les États-Unis et l'Union européenne, eh bien, nous n'étions tout simplement pas assez puissants pour lutter contre les absurdités commises par les États-Unis et la Commission européenne. Ce défaut de taille, évidemment, il est avec nous. Il va toujours être avec nous. Quand on est très rigide en négociation, quelle que soit la négociation, eh bien, on se met dans une situation un peu difficile. Pourquoi? Parce que si vous dites au départ, avant de commencer à s'asseoir autour de la table, telle chose-là, on n'en parlera même pas. Il n'y en est pas question. Ça, c'était la position que les gens de la gestion de l'offre voudraient qu'on prenne, et c'est celle qu'on a prise, en fait. Ça veut dire, ça, que si jamais vous faites ça, vous augmentez le prix d'autres concessions dont vous voulez, en fait, que vous voulez obtenir de la partie adverse. Et c'est évident que quand les syndicats agricoles au Canada disaient « si on vous demande de concéder sur la gestion de l'offre, vous devez vous retirer des négociations ». Ça, c'était de façon patente, c'était pas possible parce que la gestion de l'offre, c'est important, mais c'est pas tout l'univers, en fait, des négociations commerciales. Alors, même sur le plan agricole, il y a 75% de la production et des exportations canadiennes qui ne sont pas couvertes par la gestion de l'offre. Donc, ça n'avait pas de sens. Et quand on disait ça, ou quand on faisait écho à ça envers les négociateurs étrangers, manifestement, ils ne nous croyaient pas. Ils ne nous croyaient pas, ça ne se pouvait pas. Et effectivement, ça ne s'est pas produit. On est resté à la table. En ignorant ces réalités-là, évidemment, on se condamne à l'impuissance et on n'est pas là pour former le paquet final. Et c'est sûr que, en termes d'adaptation, on n'est pas là non plus. En fait, on ne se prépare pas parce qu'on ne veut pas que ça change. Les leçons à tirer, en fait, on n'a pas le moyen. On n'a pas le moyen de continuer à défendre un système comme ça. Et je pense qu'on s'est donné aussi tout un handicap pour se préparer au changement. Une anecdote, pour finir. Je sais que je suis un petit peu... j'ai dépassé un petit peu mon temps. Quand j'étais au MAPAC, j'ai passé 1 an au MAPAC, une des meilleures années de ma vie professionnelle. Et à un moment donné, pas au MAPAC, j'étais sorti du MAPAC, je venais de revenir à mon ministère d'origine, c'est-à-dire les Affaires internationales. Et mon collègue, sous-ministre adjoint, qui était en charge de la prospection des investissements, il vient me voir un matin. Il dit, tu sais pas quoi? Il dit, il y a une multinationale américaine qui est une énorme acheteuse de fromage. Ils ont fait des tests organoleptiques et ils veulent réduire leur nombre de fournisseurs. Ils en ont des centaines partout sur la planète. Et ils ont trouvé 5 régions où le fromage qui est produit dans ces régions-là est bon pour tout le monde. Tout le monde, partout sur la planète. Et le Québec, c'est l'une des 5 régions. Formidable. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est, la suite? Il dit, ils veulent acheter à long terme des contrats pour des centaines de milliers de tonnes de fromage. En conclusion... Alors là, j'ai dit, ça va pas aller du tout. Nos copains du MAPAC ne sont pas d'accord, puis
leurs copains des gestions de l'offre n'ont pas d'accord. C'est mort littéralement après une journée, aussitôt qu'on est rencontré, les gens de m'appellent. Alors ça me fait mal au cœur, moi, parce que ce qu'on veut, c'est pas simplement de vivre dans notre petit coin, dans notre petite autarcie. On veut aussi avoir du succès partout dans le monde, comme on a déjà prouvé qu'on était capable de le faire dans les autres secteurs. Merci. Merci.